Bonjour. Donc, eh bien, je vous remercie déjà pour m'avoir invité pour modérer ce débat effectivement autour de l'acteur virtuel, parce que les enjeux sont vraiment très importants pour les spectateurs, mais également pour la recherche. Alors, je vais présenter en quelques mots nos trois intervenants aujourd'hui. Tout d'abord, Vincent Ravalec, auteur, réalisateur, scénariste, producteur. On ne vous présente plus, on ne te présente plus. Tu as écrit des romans marquants depuis Cantique de la racaille en 1994, que tu as adapté au cinéma, d'autres romans, Un pur moment de rock'n'roll 97, jusqu'à, entre autres, Bonbon désespéré en 2016. Tu es également auteur de nouvelles, parolier, auteur de pièces radiophoniques, de bandes dessinées, de littérature pour la jeunesse, réalisateur de courts-métrages, de séries documentaires, de fiction interactive pour Arte, avec la série Addict en 2010. Et tu proposes au Forum des Images, pendant ce festival, Fan Club, et également une visite en VR autour du musée d'Orsay. Alors, Laurent Bazin, tu es metteur en scène, auteur. Tu as exploré plusieurs genres et répertoires, depuis la comédie musicale signée Corbeau, Folie Bergère, le thriller médiéval Folle ou le siècle d'ombre créé à la MC 93 Bobigny. Et depuis 2009, tu as fondé ta compagnie, la compagnie Mesden, avec laquelle tu renouvelles les possibilités narratives autour du théâtre en t'appuyant sur différents médiums. Tu as présenté entre autres Dysmopolis, fable fantastique sur la chirurgie plastique, Insomnie des Murennes, Britannicus, et tout dernièrement, une mise en scène du roman sensoriel L'amour et les forêts d'Eric Schneider en 2016. Reinert en 2016-17, avec la voix et l'image d'Isabelle Adjani. Et aujourd'hui, au festival, tu proposes une expérience tout à fait particulière, une expérience immersive, Les Falaises de V, sur lequel nous reviendrons. Alors, Cécile Toutain, tu as été dirigée par Michel Faux, Jean-Michel Rabeux, tu as joué au théâtre mais également au cinéma. Notamment en 2012 dans Je me suis fait tout petit de Cécilia Rouault, dans France de François Ozon en 2016, et tu as travaillé également pour un certain nombre de courts-métrages, de publicités, et tu es particulièrement sensible à l'écriture, à l'univers de Laurent Bazin, avec lequel tu as travaillé, tu as collaboré à plusieurs de ses créations, à plusieurs reprises au théâtre, donc dans l'aventure notamment d'Ismopolis au théâtre de la Loge, également dans Britannicus, et dernièrement dans L'amour et les forêts, d'après le roman d'Éric Reinert. Et tu interprètes le rôle de l'infirmière dans Les Falaises de V. Et ton expérience sera tout à fait passionnante à nous faire partager. Alors, il me semble, ce qui est important, c'est que si Les Falaises de V et Fan Club, donc vos créations, avec ces deux créations, nous nous trouvons vraiment dans deux univers tout à fait différents. Il y a une sorte d'inquiétude, une étrangeté qui émerge. Et cette étrangeté, je dirais, elle n'est pas sans rapport avec la question de l'acteur et ses effets avec la VR. Donc justement, je voulais commencer à vous poser cette question. Pour vous, quelle est la place justement de l'acteur avec la VR? Est-ce qu'il n'y a pas des déplacements? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que tu en penses, Vincent? J'en pense déjà qu'il y a un problème qui n'est pas un petit problème avec la réalité virtuelle. C'est que moi, mon truc, c'est de raconter des histoires. Or, pour raconter une histoire qui marche, il faut que vous embarquiez le spectateur dans votre histoire, forcément. Et c'est un peu une évidence, mais en fait, quand j'ai commencé à faire du cinéma, comme j'aime bien les trucs expérimentaux, parfois je faisais des cadrages un peu olé olé. Mais bon, en fait, il n'y a pas à tortiller. Si vous voulez raconter une histoire, vous avez un processus d'empathie du spectateur avec vos personnages, et pour ça, il faut voir les yeux, il faut voir la bouche, quoi. Je veux dire, ça a l'air idiot, mais il y a toute une gestuelle, une mimétique, des signaux qui sont de l'ordre de l'inconscient et du subconscient, qui passent dans le jeu du comédien et qui permettent que le spectateur adhère totalement à un personnage. Or, le problème avec la réalité virtuelle, c'est que vous avez un manque de définition qui, pour l'instant, est très problématique, en tout cas pour moi. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas être vraiment avec le comédien, parce que moi, je viens encore de regarder un film là. Bon, avec l'habitude qu'on a maintenant des images 4K, 8K, des montages hyper avec des gros plans, des choses comme ça, et ça, c'est pas un petit problème pour moi que j'ai pas encore résolu. Donc pour l'instant, comme dans le teaser que j'ai fait de mon projet de fiction,
J'ai fait des espèces de grands personnages sur des échasses avec des énormes masques. Comme ça, quand ils s'approchent de la caméra, au moins on voit. Mais j'ai pas encore vraiment. C'est pour ça que ce que je vais pouvoir vous dire aujourd'hui, c'est plutôt de l'ordre du prospectif plutôt que de l'expérimental, parce que j'ai pas encore vraiment tourné avec des comédiens. Or, la fiction là que je prépare, j'ai pris des très bons comédiens, parce que j'ai un casting avec des comédiens qui sont, si ce n'est prestigieux, du moins extrêmement confirmés dans leur technique de jeu. Et je sais pas encore trop comment je vais m'en sortir. Voilà pour vous résumer un petit peu mon sentiment aujourd'hui. Et pour toi, donc Laurent, qu'en penses-tu? Est-ce qu'il y a des déplacements? Est-ce que tu travailles de la même manière? Enfin, quelles sont les attentes avec la VR, justement, au niveau du jeu de l'acteur? Moi, je viens plutôt du spectacle vivant, oui. Donc je suis plutôt coutumier de voir des petits bonhommes qui se déplacent au loin et de me dire, ah, mince, c'est des acteurs, donc c'est un peu frustrant. Donc, mais au théâtre, le charisme ou le risque de la présence, d'une certaine façon, vient contrebalancer la frustration de ne pas avoir un gros plan. Donc je me suis senti plutôt gâté d'une certaine façon dans cette possibilité de capter des choses qui étaient très vibrantes dans des répétitions et qui devenaient très lointaines quand elles devaient s'installer dans un espace, dans un rapport frontal. Je m'explique, en répétition, très souvent on est obligé de faire en micro. Pour trouver le chemin, on est obligé de faire en infra, en micro, presque chuchoter des choses dont on sait que les acteurs après devront les projeter. Et moi, je suis entre ces flux. Je suis une espèce de, je sais pas comment dire, d'intermédiaire. Je sais qu'il y a des gens qui dirigent très différemment au théâtre. Chéreau, il dirigeait très très près, comme ça, juste pour sentir. Alors on se dit, tiens, c'est bizarre, il devrait être en fond de salle pour sentir si ça passe. Mais c'est comme s'il passe en près, on postule que ça va aller très loin. Bah là, on peut diriger de près. Sauf qu'on n'a plus ce transfert, cette espèce de conversion à faire vers les lointains, puisque la caméra est là pour prendre exactement ce qu'on reçoit en répétition. Donc... je comprends totalement la frustration sur la question notamment du gros plan, de la présence, mais je sais qu'on peut enregistrer autre chose de l'acteur. Notamment l'articulation entre ses déplacements, sa respiration, sa manière de dire. On a des choses à exhiber qui sont intéressantes aussi avec ce médium. D'accord. Et pour toi, Céline, est-ce qu'il y avait des différences à travailler donc avec cette nouvelle technologie? Est-ce que c'est très différent du cinéma, des courts-métrages? La première appréhension, c'était de ne connaître absolument pas cet outil. Donc, il y avait un premier training avec Laurent qui nous a permis de faire des séances d'essai plutôt ludiques au départ pour comprendre comment ça fonctionnait, où se placer, tout simplement, comment parler, voilà, apprivoiser la bête. Et puis après, non, pour la préparation est la même pour moi. C'est-à-dire que même pour ce rôle de l'infirmière, j'avais même été trop loin en pensant que j'aurais beaucoup de choses à faire de gestes infirmiers. Donc je me suis renseignée et j'ai regardé plein de choses dont on se fout complètement en fait sur le plateau. Et puis sinon, c'est vraiment les enjeux sont les mêmes pour moi, le rapport à mes partenaires et puis mon objectif en entrant dans la scène, qu'est-ce que je viens y faire et qu'est-ce que je viens raconter. D'accord. Mais on a déjà évoqué un peu cette difficulté au niveau justement du partenaire. Là, tu es face caméra, donc le partenaire, c'est la caméra justement. Alors, quelles sont les difficultés? Est-ce que c'est plus difficile qu'un jeu, par exemple, sur scène, au théâtre, où il y a quelque chose de plus vivant? Alors, effectivement, je le transforme en défi. Je n'ai pas de relation avec le partenaire, avec le prisonnier ou la personne qui est sur le lit dans ce court-métrage. Parce qu'il n'est pas là, en fait. Donc, c'est un technicien, et puis c'est surtout la caméra qui est spécifique. Du coup, il faut juste redevenir un enfant et faire comme si. Et puis voilà. Donc, j'imagine que j'ai quelqu'un devant moi, et puis je vais lui raconter mon histoire et lui parler, pour de faux. D'accord. Voilà. Alors, Vincent, tu as dit vendredi qu'il y avait quelque chose de très particulier quand même avec l'utilisation de la VR, c'est qu'il y a vraiment des effets de figuration, des effets au niveau de la présence de l'acteur qui sont tout à fait particuliers et qui interviennent avec ce médium. Oui, alors là, c'est pour justement, je pense que c'est ce qui vient contrebalancer mes réserves
ce que je disais en préambule. Et c'est pour ça que je suis très attentif à ce que dit Laurent, c'est-à-dire que le côté présence réelle que nous donne la réalité virtuelle va, à mon avis, permettre des choses, notamment avec la sensation de proximité. Vous avez avec la réalité virtuelle une sensation assez incroyable de proximité d'un corps à côté de vous, et cette proximité est vraiment intéressante, va probablement permettre de gagner ce qu'on a perdu en définition du visage. Et évidemment, les premiers films en réalité virtuelle ont joué beaucoup là-dessus, sur le côté sensationnel. Vous aviez un zombie qui s'approchait de vous, tout ce qui est fait, ce qui était l'équivalent d'effets de jaillissement en 3D, est quelque chose dont on peut se servir, à mon avis, dans le jeu de l'acteur. En tout cas, personnellement, je ne vais pas m'en priver. Donc pour moi, c'est un petit peu dans cette direction-là que je vais creuser les choses. Avec tout de même la possibilité, c'est ce que je disais dans le débat qui avait lieu vendredi, c'est de mélanger en fait dans la narration réalité virtuelle. Je pense qu'on n'est pas forcé de se cantonner juste au champ de la sphère tel qu'il est immédiatement proposé en réalité virtuelle. C'est-à-dire qu'on peut l'agrémenter de gros plans en 2D, d'effets de montage qui au départ étaient énoncés comme impossibles mais qui en fait sont tout à fait possibles, de mouvements de caméra, et du coup se rapprocher tout de même, avoir un peu le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire d'avoir ce côté présentiel du théâtre et puis ce côté plus choc et plus découpé et plus écrit en termes de grammaire cut à cut du cinéma. Et je trouve, pour revenir sur ces effets de sidération, ils sont particulièrement importants, saisissants, quand on voit le dos justement de l'actrice monter l'escalier, Sylvie Testu. On a l'impression vraiment de toucher quasiment son dos, de voir la peau, le grain de sa peau. C'est vraiment assez sidérant. Espérons-le. Non, mais c'est vrai qu'après, moi, j'ai le problème, c'est que c'est pareil quand vous faites du montage de film, vous revoyez, là en réalité virtuelle, vous voyez le film, et je sais pas, 150 fois dans le casque, et à la fin, je ne vois plus que ces pixels, quoi. Donc, excusez-moi d'être un peu, j'ai l'air un peu de manquer un peu pas d'enthousiasme, mais j'espère en tout cas qu'on va gagner en définition, parce que pour moi, c'est même quelque chose qui est encore un peu. Autant je trouve que la réalité virtuelle a vraiment plein de potentiel, autant pour moi, c'est tout de même un petit peu encore un peu un frein, quoi. Et je suis content si tu as cette sensation de voir le grain de la peau, mais moi, je trouve qu'on pourrait l'avoir un peu plus, quoi. D'accord. Et pour toi, Céline aussi, lorsque ton visage s'approche vraiment au plus près du prisonnier, on a vraiment ce même effet de sidération. Toi-même, est-ce que tu en as conscience que il y a quelque chose qui peut s'établir avec le spectateur, un rapprochement, une communion plus forte? Oui, ça fait partie de avoir pleine conscience de ceux qui m'entourent, et évidemment de la proximité d'un corps ou d'un autre ou d'une gestuelle. Ça fait vraiment partie de mon travail, de cette conscience-là. Et en travaillant avec Laurent, notamment au théâtre, en plus des artifices qu'il nous donne, de sons, de décors, d'accessoires, tout ça fait partie de notre communication non verbale sur un plateau, dans sa direction d'acteur. Tout se projette sur ça. D'accord. Et pour toi, Laurent, justement, il me semble que c'est justement avec cette technologie, c'est aussi pouvoir ainsi saisir au plus près les émotions de l'autre, c'est vraiment être interpellé, envahi par ses émotions. Et il me semble que déjà, sur les scènes contemporaines, les écrans, les caméras ont déjà mis en place un peu ce genre de dispositif. Enfin, je pense à la proposition, par exemple, d'Ivo Vanov pour les damnés à la Comédie Française, où on s'approchait vraiment, la caméra était très près des visages des comédiens et captait leurs émotions. Est-ce que tu penses qu'avec la VR, justement, ces effets semblent encore plus décuplés ? Alors je ne sais pas, sur la question de la présence des... moi je sais que c'est des effets que je n'utilise pas du tout sur un plateau de théâtre, très peu, parce que justement c'est presque un nouveau... Parfois ça donne le sentiment d'une sorte de nouvel académisme, en fait, la présence de l'écran sur un plateau de théâtre qui est...
comme moi ce que j'appellerais un arrière-monde qui est en concurrence avec le monde présent, mais qui le défie par ses proportions, et ça désarticule le regard. Alors il y a des gens qui font des choses extrêmement astucieuses, voire géniales, je sais pas, je pense à un spectacle de Maria Jerez ou de Cyril Test, où je me dis tiens, il y a une pensée extrêmement forte de l'articulation entre la présence en image et de la présence réelle. Mais souvent j'ai l'impression que ça n'est qu'un procédé d'amplification un peu brut, et je ne sais pas comment dire, j'ai ce côté un peu réac de dire tiens, on met genou en terre devant l'image. Pourtant, on utilise plein de nouvelles technologies dans notre travail, énormément de vidéoprojecteurs, de sons, mais tout ça est toujours au service de la matière, j'ose même pas dire de la présence, mais vraiment du chatoiement de la matière, de la présence, de l'impression que c'est tangible là, devant nous. Donc voilà, je ne suis pas forcément favorable à ce genre de fantôme sur un plateau. Après, ce qui me plaît, c'est un peu le contraire, c'est-à-dire si je n'aime pas le fantôme sur un plateau, c'est comme si en sens inverse, en VR, je me disais, mais nous, on est là pour apporter de la présence, de la chair. de quasiment créer l'ambiguïté de la chair. Enfin, je sais pas comment dire, il y a un transfert qui se fait. Et oui, je pense que ça peut... C'est un des recours possibles de nos fictions, ça va être de passer au travers mais comme le cinéma d'une certaine façon l'a déjà fait, mais le cinéma ne pouvait pas exhiber ce que peut exhiber la réalité virtuelle. C'est-à-dire le cinéma, c'est très bien capter la pudeur, c'est capter le silence, le non-dit, la contradiction entre une parole et un psychisme et celui qui l'apporte, mais le cinéma ne sait pas forcément capter ce qui se passe entre deux êtres. Pour ça, il a souvent l'impression, il a besoin de l'artifice du chant et du contre-chant. C'est-à-dire de dire, regardez ce qu'il dit et voyez comment il réagit. Regardez ce qu'il dit et voyez comment il réagit. C'est pas tout le temps vrai. Là, on a la chance d'avoir un regard qui peut, en même temps, fabriquer une attention sur un émetteur et en même temps sur un récepteur qui est aussi un émetteur, qui valide le récepteur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on est spectateur d'une boucle, on est à l'intérieur d'une boucle, et c'est ça que je trouve très, très puissant. Quand je vous disais, Céline disait, mais c'est pas si différent de ce qu'on fait au théâtre. Au théâtre, il n'y a pas de hors-champ. Quand vous avez deux personnages qui sont en train de travailler ensemble, deux acteurs, c'est pour ça que je supporte pas les acteurs qui jaugent leur importance à l'aune de ce qu'ils ont à dire, parce que dès lors qu'ils sont présents, ils sont les garants de l'existence de l'autre, de sa crédibilité, de sa puissance. Donc moi, je fais travailler, en général d'ailleurs, je fais rarement travailler celui qui parle, je fais travailler autour de celui qui parle, pour que celui qui parle environné de ce qui va le faire bien parler. Donc du coup, parce qu'on fabrique justement de la présence en continu et on fabrique de l'autonomie des acteurs. Du coup, moi je suis ravi de me dire tiens, on est en train d'avoir une machine qui va capter ces flux-là, c'est-à-dire de se dire tiens, au lointain, comment il réagit à cette chose-là qui est en train de se dire. C'est-à-dire, on va avoir un premier plan en majeur, un arrière-plan en mineur, un autre point d'attention quelque part, et c'est exactement comme une orchestration symphonique. D'une certaine façon, tout le monde entend ce que fait la main droite au piano, mais personne n'entend, on n'entend pas forcément la main gauche, et en même temps, on a un regard exactement comme, c'est pas un logiciel qui nous permettrait d'isoler la ligne, je sais pas, du premier violon ou autre. Et ben là, c'est la même chose. On peut avoir une écoute symphonique d'un morceau. Et pourquoi je prends l'exemple de la symphonie? Parce que la symphonie garde une unité mélodique. C'est-à-dire que, Vincent, l'autre jour, tu évoquais le problème de cette dispersion d'attention, le risque qu'on peut avoir. D'une certaine façon, dans une symphonie, il y a une unité musicale, une capacité, une conduite de l'attention rythmique et musicale, même si à un moment on prête attention aux percussionnistes, on est emmené dans un flux, et nous on doit faire quelque chose qui s'égale à ça, j'ai l'impression, en termes de travail. C'est-à-dire, moi je sais que j'ai un premier violon dans ma scène, à ce moment-là c'est Céline, mais je sais qu'à l'arrière-plan j'ai les clarinettes qui sont en train de travailler, et je pense, j'essaie de penser tout le temps ces choses-là en se disant il ne faut pas que les clarinettes empêchent le premier violon, mais il ne faut pas qu'on ne puisse pas entendre ce qu'elles disent, quoi, d'une certaine façon.
C'est très clair et c'est très beau tout ce que vous avez indiqué au niveau de la musique. C'est comme une partition finalement. Et justement, en parlant de partition, est-ce qu'il y avait toute une partition gestuelle? On en avait parlé, effectivement. Est-ce qu'il y avait une partition gestuelle en ce qui concerne votre préparation? Oui, c'est des appuis pour moi. Du coup, j'ai demandé à l'accessoiriste Manon Chosereau, avec laquelle on travaille depuis longtemps dans la compagnie, par exemple, au fur et à mesure, quand elle avait du temps, est-ce que tu peux me construire ça? Est-ce que tu peux me mettre quelque chose ici? C'est des appuis de jeu pour moi. Et puis, je me fais mon chemin de jeu, voilà, ma partition personnelle au milieu de toute cette grande partition, justement, pour avoir mon petit chemin et de pensée et de geste. D'accord. Très bien. Je voulais vous demander également, est-ce que vous pensez que cette sidération finalement du spectateur, c'est quelque chose de temporaire? Est-ce que finalement les spectateurs vont s'habituer à cette sidération? C'est difficile de savoir, mais il est probable tout de même qu'aujourd'hui on est capable de créer, d'une part de s'adapter à une vitesse hallucinante aux nouvelles technologies. Je veux dire, en 15 ans on a réussi à s'adapter à tout ce qui est arrivé. Et d'autre part, on crée aussi des anticorps assez vite. Donc peut-être que les jeunes générations, en quelques films... Bon, aujourd'hui, on décode la réalité virtuelle. Il y a un effet effectivement de sidération parce qu'on le décode comme une vraie réalité. Peut-être que demain, on saura très bien que c'est de la réalité virtuelle, comme on sait que quand on voit un film, ce n'est qu'un film. Après, il y a quelque chose que je voudrais rajouter sur le rôle de l'acteur, qui pour moi est spécifique dans la réalité virtuelle. C'est le côté que d'un seul coup, il faut qu'il ait conscience que le spectateur et lui-même vont faire partie d'une même entité, qui est une entité, beaucoup plus tangible et beaucoup plus cohérente encore qu'une salle de cinéma ou qu'un livre ou qu'un écran de télévision. Parce que la manière dont on va recevoir le film, en fait, vous êtes enfermé dans ce petit casque et vous avez en face de vous un personnage qui va vous parler et dans un monde totalement clos. Et en fait, le comédien et le spectateur sont à un moment donné totalement réunis comme à l'acmé le plus fort d'un film. C'est-à-dire que vous êtes tout le temps en symbiose, vous êtes la même entité. Et je pense que ça, c'est très intéressant pour un comédien parce qu'il doit tout de suite penser, non pas qu'il émet un signal, mais qu'il est en fait un signal commun entre, un petit peu ce que disait Laurent, entre l'émetteur et le récepteur, crée quelque chose qui, à mon avis, fait vraiment la spécificité de la réalité virtuelle. Et en l'occurrence, c'est d'ailleurs un peu le sujet de la fiction sur lequel je travaille. Comment, en fait, à l'intérieur d'une situation, nous sommes, pour un temps donné, un même organisme, une même entité et quasiment presque un même être. Et ça, je pense que c'est quelque chose vers lequel, en tout cas, je vais faire réfléchir mes comédiens. Je ne sais pas encore de quelle manière ça peut se matérialiser dans leur jeu, mais c'est quelque chose, en tout cas, dont ils doivent avoir conscience. Et vous-même, et toi-même, qu'est-ce que tu penses, quel serait l'avenir de la VR pour toi? Voilà, ça c'est compliqué. C'est-à-dire, ce dont je rêve, c'est, mais quelqu'un l'a dit il y a 2 jours, et c'est pas le premier ni le dernier, c'est qu'à un moment, on ne vienne pas dans un festival de réalité virtuelle faire un update sur les dernières nouveautés, mais à la rencontre d'œuvres. Voilà, moi, j'ai la conviction que y a autant des médiums. Je sens qu'on est dans un nouveau lieu d'écriture. Je sais que, par exemple, il y a des gens qui sont absolument fascinés sur la question de l'interaction, ce que je comprends très bien. Moi, je n'ai aucun problème avec la passivité, avec l'expérience linéaire. C'est-à-dire, là, pour le coup, je vois tous les jours des nouvelles potentialités techniques en me disant, mais regarde, tu pourrais faire ça, et tu pourrais faire ça, et tu pourrais faire ça. Et je trouve qu'on n'a même pas commencé à épuiser le quart du dixième des possibilités fictionnelles de ce médium. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est absolument formidable. Il y a une nouvelle écriture des sensations, une nouvelle écriture des sentiments complètement dingue, qui effectivement n'est ni du cinéma ni du théâtre. Et moi, j'ai plutôt envie d'être que cette branche-là, que toutes ces branches d'ailleurs se développent. Voilà, je n'aspire qu'à ça. On n'a pas envie de rester dans le rôle de forain. On n'a pas envie d'avoir des baraques foraines. Enfin, vraiment, c'est pas l'idée.
Moi, je trouve que c'est, en fait, d'une certaine façon, j'ai l'impression que de temps en temps, la course à l'armement technologique nous entraîne dans une forme de paresse syntaxique. C'est-à-dire qu'on se dispense de chercher ce qu'on pourrait écrire déjà avec cette simple intuition d'écrire à 360 degrés. Et déjà, d'autres casques et d'autres potentialités arrivent, alors que là, il y a déjà tout à écrire. Voilà. Donc moi, l'avenir, pour moi, celui que je souhaite, et celui, en fait, pardon, c'est tellement énorme les questions sur l'avenir, mais en fait, ce que je trouverais terrible, c'est l'expérience que j'ai eue. Je sais pas comment ça s'est passé pour toi, Vincent, mais en tout cas, nous, quand on a tourné Les Falaises, il s'est passé un truc, c'est que ça a été une façon de re-questionner complètement l'histoire du cinéma et l'histoire de tout un tas de médiums. C'est-à-dire, je me suis dit, mais en fait, il n'y a aucun horizon d'attente sur cet objet. Personne ne sait comment est structuré un film en réalité virtuelle. Personne n'attend un élément déclencheur, je sais pas, une péripétie, une fin, bref, je sais pas, le schéma actentiel traditionnel du cinéma, voilà, il n'y est pas. Donc comme les gens sont absolument vierges de cette attente-là, je me suis dit, mais je me suis rendu compte à quel point, c'est la découverte de Christophe Colomb, hein, mais les arbitraires de la syntaxe cinématographique en regard, c'est-à-dire on s'est dit, mais c'est vrai, pourquoi le format standard d'un film, c'est 1h30, c'est 2 heures, ça pourrait durer 6 heures, ça pourrait durer 10 minutes, 20 minutes, et d'une certaine façon, je me suis rendu compte de l'historicité de ces formats. Et aujourd'hui, la chance qu'on a en étant juste des défricheurs, c'est qu'on peut encore... personne ne peut d'autorité dire un film de réalité virtuelle, ça se construit comme ça. Et voilà, moi, ça me galvanise, pourvu qu'on arrive à étirer, travailler tous les supports, toutes les syntaxes. Vincent parlait des procédés, mais je suis totalement d'accord. On peut tout à fait créer des lucarnes ici et ici, faire des 180 qui deviennent des 360. Enfin... On ne sait pas assez, mais là c'est presque aussi les artistes, on ne s'est pas assez énervé encore là-dessus, juste quasiment sur cette expérience théorique dont on n'a même pas besoin de matériel pour la faire. C'est-à-dire il suffit presque pour scénariser, il suffit d'être là, de penser en sphère autour de soi, et on peut tout inventer. Et il y a des génies qui peuvent inventer ça. Moi, sincèrement, j'ai trouvé que c'était un outil encore plus intuitif, beaucoup plus intuitif que le cinéma, qui a une syntaxe extrêmement savante, extrêmement apprise. C'est hyper intuitif, presque n'importe qui peut écrire en réalité virtuelle, penser comme ça. On peut penser un développement linéaire comme ça, quelqu'un qui voudrait nous faire une frise chronologique, il peut l'écrire, il peut la scénariser. Bon, pardon pour ce long discours, mais je suis un peu perturbé parce que j'ai toujours l'impression d'être dans des festivals techno. Ce que je ne suis pas, ni geek, ni fervent de technologie. Je viens vraiment, là encore, le seul endroit qui m'intéresse, c'est ce qui affleure de l'art et pas de la fascination technologique. Et je trouve que c'est encore rare que quasiment des analphabètes technologiques s'emparent de cette chose-là pour sa puissance de sensorialité, en fait, et de nouvelles compositions. Et toi-même, Céline, qu'est-ce que tu attends de la VR? Est-ce que tu penses que la pratique de l'acteur peut évoluer grâce à la VR? Oui, je ne peux pas l'imaginer. Je suis prête à découvrir beaucoup d'expériences. Et puis là, je ne vais pas te parler en tant que comédienne, mais en tant que maman. Quand je vois mes enfants qui veulent absolument un casque et qui imaginent leurs après-midi avec des casques sur la tête, ça me fait très peur. Donc je vous supplie de créer des choses belles et passionnantes pour eux. Voilà. D'accord. Autrement, je voulais dire, vos univers sont différents, mais malgré tout, il y a des points communs. Et c'est normalement ce qui vous nourrit, c'est aussi la BD. On trouve cette stylisation dans vos propositions. Est-ce que vous pouvez m'en parler l'un et l'autre? Comment ça vous a nourri la BD, justement? Alors, je ne sais pas si la BD a nourri mes réflexions sur la VR. Il se trouve que moi, je suis un auteur de BD frustré. La BD fait partie de ma culture. J'ai toujours rêvé de faire des scénarios de BD. J'en ai fait plusieurs, mais pas avec... pas avec le bonheur que j'espérais. J'espère que d'ailleurs que j'en ferai un jour plus. Et il se trouve que le projet Fan Club, en fait, était une BD. C'est-à-dire que j'avais commencé à en faire une bande dessinée. Et ce qui m'a intéressé dans la réalité virtuelle aussi, c'est le mélange des formes d'expression. Et ça, c'est un truc, je pense, qui est... je ne sais pas si c'est lié à la réalité virtuelle, je pense que c'est plus lié à un trait de caractère qui fait que j'aime bien mélanger les choses.
Et je me suis servi de la bande dessinée et du graphisme en fait dans la VR. En fait, ce qui est chouette avec la VR, c'est que vous avez une sphère dans laquelle vous pouvez tout vous permettre, puisque vous avez en fait un espèce de théâtre magique à votre disposition où vous pouvez convoquer tous les arts par définition. Et c'est un peu idiot de s'en priver. Donc c'est vrai que la BD est intervenue. Après, elle n'est pas, si vous voulez, ce qui caractérise la BD, enfin à mon sens, c'est que vous avez une narration temporelle qui est très spécifique. C'est-à-dire que chaque case, en fait, vous ne pouvez pas déjà préjuger de combien de temps votre lecteur va s'arrêter sur chaque case, contrairement au cinéma. Donc vous n'avez pas du tout le même défilement temporel. Or, avec la réalité virtuelle, vous êtes tout de même relativement plus proche du cinéma ou du théâtre, avec une linéarité du récit dont vous maîtrisez à peu près la temporalité, même si vous ne maîtrisez pas totalement la manière dont ça va être scandé par le regard de l'expérimentateur. Mais donc, je ne peux pas dire que la BD est vraiment m'est servie de réflexion. Elle vient plutôt comme un ajout visuel, déjà, dans la sphère. Je me suis beaucoup plus intéressé, paradoxalement, aux jeux vidéo, qui est là, pour le coup, pas ma culture, mais je me suis rapproché d'une école de jeux vidéo. J'ai lu des livres sur le game design. Je suis allé dans une école de jeux vidéo, écouter les profs et faire des interventions pour discuter avec les élèves, parce que le jeu vidéo me semblait en fait plus pertinent, comme le théâtre, comme le spectacle vivant, dans mon approche de la réalité virtuelle. Et je pense que enfin c'est une évidence, mais dans le jeu vidéo, vous avez ce qu'on appelle, ce que j'ai découvert en me penchant sur la question, ce qu'on appelle le chemin critique, c'est-à-dire la manière dont le joueur va se déplacer au sein de votre jeu en ayant l'impression d'être lui-même l'acteur de son cheminement, alors qu'en fait il est guidé. Et dans la réalité virtuelle, vous êtes obligé de passer par ce genre de réflexion si vous voulez avoir une narration qui évolue de plan sphérique en plan sphérique. Et pour toi, Laurent, tu as évoqué dans un de tes articles la BD comme une boîte à outils. Alors, est-ce que ça a été aussi une boîte à outils pour ta proposition ? Moi, j'adore la bande dessinée, particulièrement le roman, enfin on va dire le roman graphique, avec cette idée, c'était au théâtre par rapport à une tradition théâtrale qui est très textocentrique, c'est en tout cas qui met le phonocentrique, parce qu'il met le verbe et la voix au cœur ou l'incarnation, voilà, au cœur du plateau. Ce qui m'intéressait, c'était la nouvelle articulation entre l'image et la parole que proposait la bande dessinée. C'est-à-dire que souvent, quand on dit tu fais pas du théâtre de texte, alors tu fais du théâtre d'image, et comme s'il y avait quelque chose de vain, de purement sensationniste, j'allais dire, à faire du théâtre d'image, et comme si les images ne portaient pas une dramaturgie en elles-mêmes et ne pouvaient pas rencontrer la parole. Ce qui est faux, la bande dessinée nous apprend, quand vous lisez L'Ascension du haut mal de David B, par exemple, il y a un travail d'articulation entre un récitatif et des images de tension absolument génial, entre une parole très pure, extrêmement simple du récit et une sophistication incroyable de l'image. Mais j'adore. Et moi, ce qui m'intéresse, et je pense que c'est peut-être un des traits communs qu'on a avec Vincent, ce qui m'intéresse, c'est la combinatoire. C'est-à-dire, c'est pour ça que ça ne nous a pas particulièrement désarçonné de travailler sur la réalité virtuelle, parce que au fond, on travaille quasiment avec les mêmes personnes et on réagence de la sensation, de l'espace, du sens, de l'image, de la musique. Et ce qui m'intéresse, c'est effectivement ces différents types de combinaisons. Donc, est-ce que ça a eu de l'influence sur la VR ? Vraisemblablement non. Effectivement, là, je suis plus allé chercher dans, j'allais dire, l'expérience phénoménologique de présence au monde, tout un tas ou alors peut-être dans les arts plastiques, que dans la bande dessinée, qui effectivement repose quand même énormément sur la question du cadre. Après, il y a une trace de la bande dessinée sans doute dans l'esthétique, oui, qu'on déploie. Là, vous voyez que la première partie, mais dans la deuxième partie, c'est encore plus marqué, avec une volonté de concilier des paradoxes, c'est-à-dire d'un côté une sorte d'univers très plastique, assez graphique, assez propre, polychrome, enfin comme ce qu'on pourrait avoir chez Demy dans les Demoiselles de Rochefort, enfin voilà, des carrés comme ça, très très propres, et en même temps un jeu assez naturaliste, assez sensible. Et j'aimais bien essayer de capter une tension un peu impossible entre un monde, une sorte de paysage de maison de poupée, j'allais dire, d'un côté, et de l'autre l'évidence de l'invention et de l'inspiration de l'acteur. Merci. Je vous remercie pour ce beau débat. Peut-être on va commencer à ouvrir les questions.
Je voudrais juste rajouter un truc avant que... C'est pas du tout pour monopoliser la parole, mais je voudrais abonder dans le sens de Laurent par rapport au fait que la réalité virtuelle est tout de même, enfin moi je l'ai ressenti comme ça, extrêmement investi. C'est pas du tout pour mes jugés des geeks, mais tout de même par des gens qui sont très férus de technologie. Et je pense que il y a vraiment une place pour le récit qui pour moi est un peu absente de beaucoup d'expériences que je vois. Et je pense que la réalité virtuelle, pour parler de son avenir, elle gagnerait. J'invite, s'il y a des gens dans la salle qui te piquent de raconter des histoires, mais vraiment qui s'emparent de la réalité virtuelle, parce que je pense qu'elle en a besoin et que ce serait vraiment une bonne chose qu'elle raconte le maximum d'histoires avec le maximum de réussite. Je pense que vraiment tout le monde y gagnerait et que parfois, je suis un peu, effectivement, moi, pas frustré, mais j'ai un petit regret de voir qu'il y a des films en réalité virtuelle qui sont vraiment formidables, mais où on sent que vraiment la gomme est mise plus sur le côté prouesse un peu technologique plutôt que sur le récit. Oui, là, on ressent l'expérience sensible que vous avez pu filmer l'un et l'autre. Donc, la parole à la salle. Alors j'ai deux questions, qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. La première est pour Céline, et c'est celle de savoir, là, vu qu'on parle du jeu, du comédien, je me demandais comment ça se passait, le fait de parler tout simplement à une machine. Je sais, c'est déjà quelque chose qui est là au cinéma, quand on fait un gros plan, quand une actrice de cinéma doit dire je t'aime à une caméra qui est en face d'elle. Mais là, il y a encore quelque chose de différent, c'est aussi, l'appareil, c'est aussi le partenaire. Et comment est-ce qu'on fait pour transmettre de l'émotion à un partenaire qui est une machine, quoi? Je pense qu'en fait, je ne vois pas le jeu comme seulement un rapport d'une personne à une autre. Je vois ça comme un plateau, et je pense à dire des choses simples que tout le monde sait, comme un transfert d'énergie. Le réalisateur va nous donner de l'énergie, on va faire un timing, il va s'occuper de vérifier la technique, et puis une demi-heure avant, il va venir nous parler, et puis 10 minutes avant, et puis 2 minutes avant pour nous dire les dernières choses. Pendant ce temps-là, nous, en coulisses, ou dans les loges, on va se préparer, et puis ça va faire de l'énergie aussi. J'ai des partenaires que je connais plutôt très bien maintenant, puisque c'est un compagnonnage de longues années, donc il y a toujours... des petites phrases rigolotes ou quelque chose voilà. Et donc j'ai pas besoin de l'œil d'un partenaire. Si c'est une caméra, c'est une caméra. C'est pas grave. Voilà, parce que j'ai de la chair et des sensations partout autour de moi. Et puis j'ai surtout une base de texte. Laurent, alors là je m'en souviens pas sur cette expérience-là, mais je sais que Laurent, je peux lui proposer des choses dans la mesure du possible sans être complètement fofolle, ou je peux moi expérimenter sur mon texte si je peux peut-être proposer un mot ou voilà, sans dépasser les limites, parce que sinon je me fais taper. Voilà, parce qu'on parle toujours de partition, donc il va me dire si tu joues trop premier violon et que ça dépasse la clarinette, voilà, je me fais conspuer. Mais je veux dire, j'ai déjà suffisamment de choses, de travail avec moi à faire. Et puis avoir conscience on nous avait expliqué, donc, qu'est-ce que le spectateur va voir, où est-ce qu'il peut regarder. Donc j'avais un espèce de triangle d'action. Donc voilà, j'ai déjà suffisamment de boulot. Si c'est pas un œil, mais 4 caméras que j'ai devant moi, je fais avec. C'est aussi la question de savoir, finalement, tu parles à qui? Tu parles à un personnage, tu parles au spectateur, tu parles un peu aux deux. Il n'y a pas quelque chose qui change dans ce rapport-là? Alors, je ne sais pas, toi tu es acteur? Ou tu veux l'être, voilà. En fait, je ne sais pas toi, mais moi, je parle beaucoup toute la journée à moi-même. Donc, peut-être que toi aussi. Et du coup, c'est pas très difficile. On a beaucoup de vie quand on est comédien, on va dire comme ça. Donc voilà, on imagine. Du coup, je passe à la deuxième question, qui est pour Laurent et pour Vincent. Le but de la conférence, c'est aussi de savoir quel est le travail de l'acteur virtuel. Mais je pense qu'il y a une question encore plus essentielle, c'est pourquoi un acteur virtuel? C'est-à-dire, est-ce que quand on fait des films en réalité virtuelle, on a encore besoin de se baser comme au théâtre, comme au cinéma, comme en littérature, sur cette notion de personnage? Est-ce qu'il est absolument nécessaire qu'il y ait ce lien avec un autre être humain quand il s'agit d'expériences en réalité virtuelle?
Je pense qu'en fait, ça dépend de la nature de ton projet. Je pense que la réalité virtuelle, en fait, a un spectre vraiment très large de possibilités. Tu peux avoir des expériences qui sont pas du tout naturalistes, qui sont tout à fait oniriques, des espèces de tripes contemplatifs de toutes sortes, comme tu peux avoir des fictions classiques. En fait, je pense que je crois que tout est possible. Ouais, moi, pareil, j'ai aucun dogme. S'il faut un personnage, il y a un personnage. S'il n'y en a pas, il n'y en a pas. En revanche, je trouve que c'est une chambre d'enregistrement extraordinaire du comportement. Là, je parle quasiment à titre presque de témoignage historique. C'est-à-dire, souvent, c'est terrible parce que quand vous voyez des photos de la Belle Époque, on n'a jamais l'impression que c'était un monde polychrome. C'est-à-dire la technique de capture d'une époque. C'est comme inscrite dans la chair des gens, et on a beau nous dire c'était quand même un monde en couleur, il y a quelque chose qui fait que la cathédrale a perdu sa couleur et que enfin bref, ce que je trouve fabuleux, c'est qu'on pourra aujourd'hui, quand vous voyez des images de sortie d'église de 1920, de 1915, plus tard on verra une sortie d'église ou une sortie du Forum des Halles avec toute l'occupation dans l'espace des gens, et je trouve ça absolument bouleversant. Voilà. Moi, c'est pour ça que je dis que c'est un nouveau lieu c'est aussi un nouveau lieu d'écriture, c'est-à-dire ce que nous pouvons sauver des êtres humains avec cette technologie-là. C'est ça à quoi on doit s'atteler. C'est-à-dire, il ne s'agit pas, bien sûr, en tant qu'artiste, de simplement d'enrichir les albums de famille, mais je sais que là, notre travail est à mon sens, peupler des espaces. C'est plus simplement des images, c'est quelque chose que j'appellerais presque un image-espace, c'est-à-dire de se dire, tiens, comment ils ont occupé un espace et un temps. Alors que souvent, je vois au cinéma où je me dis, tiens, on occupe une image, on occupe un écran. Là, on occupe un espace, et je pense que la question de l'acteur, ça, on lui a jamais assez fait dire d'une certaine façon. Et la réalité virtuelle est capable de le faire. Ouais. Justement, on va lui rendre, oui. Pour rebondir précisément sur ça, s'il était à disposition, parce que ça pose sans doute des problèmes de droit ou autre, mais par exemple l'ensemble des points d'acquisition de la grotte Cosquer, par exemple, ça a été fait puisqu'on a fait une grotte miroir. Est-ce qu'il n'y aurait pas une matière intéressante, si les problèmes de droit et technique étaient résolus, de pouvoir imaginer alors peut-être une histoire, mais peut-être plus une ambiance et un temps au sein d'un monde aussi merveilleux que celui de la grotte Cosquer en 3D, évidemment. Moi, j'en suis convaincu. C'est-à-dire, vraiment, je me dis, oui, non, je sais pas. Le problème, c'est que là encore, l'émotion prend le pas sur l'analyse. Donc, j'ai du mal à penser cette chose-là. Mais je suis convaincu qu'on va avoir des expériences d'espace pur, d'appréhension spatiale qui seront fantastiques. Là encore, je vous dis, j'ai l'impression de bégayer, de balbutier, parce que on est encore des analphabètes de ce qu'on va pouvoir écrire dans l'espace. Mais ça, j'en suis très sûr. C'est pas un hasard si les architectes, notamment, s'intéressent énormément à la réalité virtuelle. Ils savent bien qu'il est question d'un espace. C'est tout le paradoxe de cette sphère, c'est que les gens de la peinture ou du cinéma pensent en 2 dimensions. Les gens du théâtre pensent en 3 dimensions, mais pensent incarnation. Les architectes pensent en volume. Et cet endroit synthétise tous ces lieux cette technologie synthétise tous ces lieux de préoccupation. Donc oui, pour l'instant, on est tout petit par rapport à ce qui est en train de se faire. Et c'est pour ça qu'on n'aimerait pas que ce soit réduit à une figure de grand guignol, d'une certaine façon, la réalité virtuelle. Parce que là, j'ai vraiment l'impression d'être... Enfin, je sais pas pour toi, Vincent, mais un endroit minuscule du début de peut-être quelque chose qui pourrait se déployer. Aujourd'hui, je vous dis, on nous a tous mis dans un grand champ, comme ça, en disant vous faites tous partie du même troupeau. Or, je suis convaincu qu'il y aura que peut-être cette notion même de réalité virtuelle va se dissoudre dans tout un tas, je ne sais pas, de spécialités ou de types d'expériences qui n'auront absolument rien à voir. Entre les grands fictionneurs que nous rêvons d'être,
et les architectes sensibles. Voilà. Mais en tout cas, moi, je suis convaincu qu'il y a un avenir là-dedans. Bonjour, je vais faire juste une petite métaphore entre un vieux monde et un nouveau monde et poser la question un peu sur est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un danger à essayer d'importer et de greffer au niveau de la réalité virtuelle et de ce que ça permet, c'est-à-dire à partir de l'image 360 et la réalité virtuelle en image 3D, tout ce que ça permet, à essayer de greffer ou d'imposer des règles du vieux monde à un nouveau monde qui est complètement vierge, en fait. Même si la porte d'entrée est faite d'un savoir qui vient d'un nouveau monde. Bah, moi, mon sentiment, c'est que c'est un peu entre les deux. C'est-à-dire qu'on peut pas. Enfin, je veux dire, on est tout de même le fruit, par définition, de notre expérience passée, et particulièrement dans la réalité virtuelle, qui est tout de même, on peut pas nier. Je veux dire, s'apparenter avec le cinéma, avec le théâtre, avec tous les modes d'expression dont on a déjà parlé. Et en même temps, je pense que pour effectivement l'explorer de manière satisfaisante, il faut s'affranchir évidemment des dogmes et des règles précédentes. Je pense que enfin moi en tout cas, j'essaye de me positionner dans cet entre-deux. Ouais, alors pour le coup, c'est pareil, c'est pas une conviction idéologique, hein. Il ne s'agit pas du tout de se dire on va déployer les procédés du théâtre là en réalité virtuelle, mais ça c'est presque plus l'endroit d'humilité de quasiment toutes les naissances de ces techniques. On sait que la photographie a commencé très vite à regarder du côté de l'histoire de la peinture et a voulu s'acheter une dignité en réemployant les techniques des peintres. D'ailleurs, la plupart des photographes étaient entre guillemets des peintres qui n'étaient pas comment dire, qui étaient un peu frustrés des portraitistes qui ne marchaient pas. Mais d'ailleurs, au moment de la photographie, de la naissance de la photographie, il y avait tout un tas de profils comme ça. C'était une auberge espagnole aussi, où il y avait d'un côté des chimistes, de l'autre des artistes, de l'autre des forains. Pour le coup, c'est le temps de la décantation quasiment d'un langage propre. Je rêverais qu'on invente les outils qui sont à la mesure, enfin les outils syntaxiques. Aujourd'hui, la ex nihilo, voilà, mais aujourd'hui, on est obligé de faire quasiment de la remédiation, de la transmédiation, je ne sais pas comment on pourrait dire ça, pour se dire, on bricole très empiriquement. Là, Vincent vient du cinéma, de la littérature, je viens du spectacle vivant, et on fait avec nos petits outils, et à un moment, on va se dire, tiens, regarde, il est en train de se passer un truc, je crois que ça n'a pas de nom au théâtre, et je suis pas sûr que ça en ait au cinéma. Et ça s'appellera une figure, comme le contre-champ, par exemple, et a été inventé. Nous, on a inventé même un truc dans la petite formation qu'on a animée, c'est le terme de radar, qui a été trouvé au cours de cette formation, et qui est vraiment un truc spécifique, c'est-à-dire une manière spécifique de concevoir à la fois la narration, le champ de notre... C'est l'équivalent d'un champ ou d'un plan au cinéma. Là, vous avez le radar. C'était tout à fait novateur. Et il y a quelqu'un dans la salle qui a fait, il n'y a pas longtemps, qui a tourné un court-métrage avec combien 10 comédiens 20. Et ça, ce serait intéressant que tu partages ton expérience, parce que je pense que c'est cette expérience-là qui a réuni le plus de comédiens sur un petit projet de fiction. Merci Vincent. Oui, je me souviens du radar, ayant suivi la formation. Et oui, on vient de tourner avec un collectif de 6 personnes une fiction qui est... alors bon, effectivement, dans la VR, actuellement, c'est tellement un champ à défricher qu'il y a autant, c'est comme de dire un tableau... Vouloir décrire un tableau par une seule œuvre, c'est impossible. On est dans une espèce de page blanche et c'est un champ à découvrir, à inventer en permanence actuellement. Et c'est ça qui fait que c'est super. On était dans une fiction qui dure 20 à 25 minutes. On a une douzaine de comédiens sur scène. Le tournage s'est fait en une journée. On a démarré à 7h le matin, ça s'est terminé à 21h30 le soir. Tout devait être fait dans la journée. Et on a mis le spectateur dans la position, notre futur spectateur, notre regardeur, dans la position d'être comme dans une terrasse de café, en train d'observer autour de lui des couples, comme ça nous arrive à tous quand on est tout seul dans un café, et on imagine ce que les personnes autour sont en train de discuter. Et le fait de les regarder nous amène en proximité d'eux. Donc c'est interactif.
de cette manière-là. C'est-à-dire que tout d'un coup, on est dans l'intimité de ces couples et on partage un moment d'intimité qu'ils ont. Alors, est-ce de la réalité dans la réalité du vécu du spectateur ou est-ce une fiction, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il s'imagine? Donc, on passe, grâce à cette interactivité-là, d'une forme de réalité vécue à une imagination de ce qu'est l'autre. Bon, j'espère que je suis suffisamment claire. En tous les cas, ce que je voulais dire par rapport aux comédiens, c'est que je me suis intéressée... alors moi, je viens du champ des arts plastiques, art contemporain, donc c'est pas mon univers habituellement, mais là, j'ai suivi le côté comédien. Et en fait, je les ai interrogés sur leur rapport à la réalité, à leur expérience en réalité virtuelle par rapport à la réalité du cinéma traditionnel. Et il y a autant de points de vue, donc sur ces 12 comédiens, il y a autant de points de vue différents sur la manière dont ils ont vécu cette expérience entre les deux parties du cinéma, allant de l'omniprésence de la technologie à la disparition complète de la technologie suivant les personnes. Et ce qui pourrait être commun à tous, c'est le fait d'avoir eu l'impression finalement d'être dans une nouvelle forme de réalité. L'autonomie devenait une réalité... en fait, ils avaient l'impression d'être totalement libres. Et cette liberté faisait que ça nourrissait leurs personnages, que toute la journée, ils étaient sur scène. Oui, j'ai oublié de vous préciser, peut-être. Excusez-moi, je n'avais pas prévu de parler. C'est-à-dire, toute la journée, ils étaient sur scène, dans le champ, et ils avaient l'impression d'avoir vécu à la fois une journée de comédien et une journée de figuration. Parce qu'il fallait qu'ils soient concentrés toute la journée pour arriver à un moment donné de la journée à leur scène. Donc ça, finalement, d'être dans cette situation leur a donné l'impression, à certains tout au moins, d'être en train de nourrir leur personnage et de se nourrir de ce qui se passait par une forme de concentration qui faisait que... c'est un peu ce dont parlait Laurent Bazin tout à l'heure, à savoir créer cet univers dans lequel ils allaient pouvoir développer finalement ce qu'ils avaient à faire. Et voilà. Et donc ils l'ont témoigné de cette manière-là, à savoir, ils étaient obligés d'être concentrés tout le temps parce qu'ils n'étaient pas en train de faire leur scène, mais ils étaient dans le champ. Et ils m'ont dit c'était épuisant en fait parce que la concentration était complète tout le temps, mais qu'en même temps, en revanche, ils avaient pu bénéficier du travail des autres par imprégnation en fait. Et cette imprégnation a servi leur personnage de la même manière que... Alors, ils ne parlaient pas à une machine. La machine avait disparu, elle était là. Il n'y avait pas de technicien. C'était une autre des différences avec un tournage classique. C'est que tout d'un coup, ils disaient, ouais, c'est un peu comme si on était... les enfants sont partis, les parents sont partis de la maison, on a la maison pour nous et on fait ce qu'on veut. Et donc, autonomie, liberté et vraie vie, réalité vécue. C'est-à-dire que tout ça se mélangeait pour transformer leur expérience en quelque chose qui était entre le jeu et la réalité. Et donc, ils étaient en train de trouver une nouvelle voie, finalement, qui n'était pas celle du théâtre, parce qu'il n'y avait pas de spectateurs, ils étaient libres, ils étaient tout seuls. Les techniciens étaient là pour les rassurer, mais on ne les voyait pas, ils étaient loin, ils étaient là-haut, parce qu'en fait, bon, c'était tout un... Il y avait 40 personnes sur le plateau, mais au moment de tourner, ils étaient seuls, tranquilles, à développer, comme ils l'entendaient, Alors, ils étaient par deux. Donc ils travaillaient, voilà, il y avait beaucoup de dialogues, il y a des situations de fiction. J'ai parlé longtemps, non? Je m'arrête, je pourrais encore parler longtemps, mais je vais peut-être m'arrêter là. Merci. Oui. Bonjour, j'étais là l'année dernière, les choses ont beaucoup évolué en un an, je note, n'est-ce pas? J'ai développé depuis une quarantaine d'années un concept de spectacle et tout... assez simple à dire, mais en fait, rien n'est simple et les choses sont dans la nuance et la complexité. C'est-à-dire le livre vivant. C'est-à-dire comment faire vivre un livre devant des spectateurs sans le lire et sans faire une adaptation théâtrale avec des personnages, mais surtout faire naître des images dans l'imagination du spectateur. Alors la question qui m'a toujours taraudé depuis déjà pas mal d'années, qui semble rencontrer quelques réponses là, à présent, n'est-ce pas? C'est est-ce que cette pratique qui consiste à faire tenir un spectateur en haleine pendant 1h30 avec un texte structuré d'un écrivain, elle trouve un débouché dans la réalité virtuelle. C'est-à-dire, est-ce que cette manière de filmer
ce que je fais est capable de restituer ce qui se passe à l'intérieur de la boîte, du théâtre, et y compris la réaction des spectateurs, parce que c'est une sorte de lien extrêmement tendu entre le spectateur et l'interprète qui se produit, parce qu'il y a une intensité, le spectateur devenant lui-même le créateur de l'œuvre. Donc, est-ce que ce phénomène qui se produit, cet effet, et cet ensemble d'effets qui se produisent et qui sont dus à un travail extrêmement fouillé, hein, je ne parle pas, vous voyez, ni de lecture, c'est des années de travail sur un texte, n'est-ce pas, hein, parce qu'il y a une réalité d'un art, de la chose. Est-ce que la réalité virtuelle est capable de rapporter en quelque sorte cet art qui existe vraiment? Voilà, c'est ça que je voudrais savoir, vous devinez pourquoi. Mais en fait, ça, c'est très difficile de répondre. C'est-à-dire qu'il y a, pour le coup, c'est vraiment très empirique. Je vais reciter Vincent l'autre jour, disait on dit le contre-champ ça marche pas, mais oui, le mauvais contre-champ ça ne marche pas. C'est-à-dire que c'est extrêmement empirique. Moi j'adore en bande dessinée, comme ça il y a une histoire où on disait mais la bande dessinée, on croyait que lui était associé consubstantiellement le fait que c'était un propos un peu réducteur, d'une pensée pas forcément adulte, comme si la grossièreté du médium allait de pair avec la grossièreté d'un contenu. Et puis est arrivé, par exemple, pour moi, un génie qui s'appelle Chris Ware, qui nous a montré qu'on pouvait pleurer avec rien en bande dessinée, qu'il pouvait ne rien se passer. Et j'adore quand une œuvre vient fracturer ce qu'on pense d'un médium, ce qu'on pense possible d'un médium, en disant, elle en élargit les lois, en disant, vous voyez, on peut le faire. Donc d'une certaine façon, trouver la personne avec qui le faire, et vous pourrez, mais c'est vous, enfiler un casque, c'est des outils qui vont se démocratiser de plus en plus, il n'y aura d'autorité que de cette transposition. On ne peut pas, toute personne qui vous dirait non, ça marchera pas, ça serait de la pure charlatanerie. Oui, la tannerie, c'est pas vrai. C'est-à-dire qu'après, la question du comment se posera toujours. Où est-ce que vous placez vos spectateurs? Où est-ce que vous placez un acteur? Où est-ce que vous placez les lettres? Quel est le traitement du son? Mais c'est ça qui est rassurant, et je trouve qu'on va trop vite pour formuler des lois aujourd'hui, alors qu'on n'a pas créé suffisamment d'exemples. Là, aujourd'hui, ce qui doit produire des lois, mais ça sera bien plus tard, il faut d'abord produire des œuvres. Donc, essayez, d'une certaine façon, j'aurais envie de vous dire, pour répondre à cette question-là, et c'est dans l'approximation de l'essai que vous pourrez vous dire si oui ou non. Oui, c'est pour ça que je cherche des partenaires pour faire des essais sur mes productions, n'est-ce pas, qui elles existent. Mais à travers tout ce que j'ai entendu de vous, hein, je reconnais une certaine parenté dans la question de l'intuition, de l'effet, d'un ensemble de choses qui mènent vers un art, vers quelque chose. On a le sentiment d'être dans quelque chose qui est encore assez nébuleux, mais qui est prêt à éclore, n'est-ce pas, hein, voilà, c'est tout ce que je veux dire.